Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Merci d'écouter Ado, il est 21h. 21h minuit, sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Attention, vous allez entendre ici ce qui n'a jamais été dit ailleurs. C'est bien pour cela que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Mon nom est Bob et jusqu'à minuit, je vais vous dire toute la vérité. Ceux qui l'aiment, l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui en ont peur, l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob est sur Ado. Pour commencer, eh bien les trésors. Oui, les trésors. Les trésors qui n'ont pas encore été découverts sur la Terre. Et pour vous en parler, Dominique Youngblood. Salut Dominique. Salut Bob, comment ça roule? Bien et pas. Bah ça va, débordé, enfin je sais pas si suivant l'actualité, mais c'est chaud en parlant de trésors, je suis justement sur 2 extraits que je suis en train de monter là. Ah ben justement, je rappelle, tu es écrivain, historien, spécialiste des civilisations pré-antiques et tu vas sortir Tout l'or du monde chez Terre d'Aventure Édition. Ce sera dispo dans toutes les librairies à la fin de la semaine prochaine, c'est ça? Exactement, tout à fait. Alors, il s'agit d'un tour du monde des trésors qu'il reste à découvrir. Alors, avant de, justement, nous, d'essayer d'en parler, ces trésors, j'ai envie de savoir, c'est quoi, Dominique, la définition d'un trésor? Alors, si tu veux une définition, je dirais, académique, ça va pas être facile à définir. Mais disons, un trésor, c'est plusieurs choses. C'est déjà une chose cachée, pour X ou Y raison et qu'un grand nombre d'individus voudraient bien retrouver. Ouais. Un trésor, ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être simplement aussi une révélation, quelque chose de caché que l'on n'a pas envie que des personnes sachent ou découvrent. Est-ce qu'il faut obligatoirement que ça ait de la valeur? Parce que quand on dit trésor, bien sûr, tout le monde pense à la richesse. Ah ben, si tu veux, le trésor de base, je dirais le mot même trésor, ramène immédiatement forcément à l'argent, à l'or, aux bijoux. C'est je dirais c'est la base du trésor même. Maintenant, effectivement, ce n'est pas forcément toujours comme ça. Hein. Ça peut être de la connaissance, des vieux grimoires, des vieilles tables, des tablettes ou des choses qui peuvent avoir une valeur historique, ce qui revient d'ailleurs au même à la valeur vénale. Hein, quand tu te retrouves avec des choses qui sont anciennes, ça a toujours une valeur financière dès que c'est historique. Bien sûr. Et puis tu as aussi certaines choses, alors sans tomber dans le Da Vinci Code, hein, tu peux avoir des révélations qui effectivement ne seraient pas bonnes à mettre dans toutes les mains et plein de personnes peuvent ainsi chercher soit pour le détruire, soit pour l'acquérir et donc devenir le détenteur du pouvoir. Cette information qu'il ne faut surtout pas révéler. Dis-moi Dominique, est-ce qu'on sait à peu près le nombre de trésors qui restent encore à découvrir sur notre planète ou pas? À peu près en gros par rapport aux expéditions qu'on a pu avoir. Ça tombe bien puisque dans tout l'or du monde, si tu veux, en quelque sorte, j'ai fait un peu le tour des trésors qui valaient le coup de rechercher. Parce que encore, j'ai fait même un choix volontaire de ne mettre dedans que quelques trésors véritablement de très grande importance qui ne peuvent être chassés que par des professionnels, pour mettre l'essentiel de trésors qui pourraient être accessibles à des amateurs, à la condition bien sûr qu'ils soient particulièrement bien outillés et surtout très motivés. Bien sûr. Mais en fait, on peut dire qu'il y a en gros dans le monde à peu près en trésors raisonnables, on va dire, hein, parce que si tu commences à chercher vraiment jusqu'au patrimoine, c'est plusieurs centaines de milliers. Mais si tu prends des trésors significatifs, il y en a à peu près 150. Il y en a des très célèbres que beaucoup de gens cherchent encore. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de chasseurs de trésors aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des expéditions? Parce que j'imagine que ça coûte cher. Il faut les financer. C'est financé par quoi? Les chasseurs de trésors, quand tu parles chasseurs de trésors, il y a des légendes dans les chasseurs de trésors. Tu as des gens comme Mel Fisher, comme Robert Marsh, qui sont des rois dans ce domaine. Tu vois, et par exemple Mel Fisher avec ses 700 barres d'argent qui lui ont valu je sais plus combien de millions de dollars. Ah ouais. Et oui, il a retrouvé un navire de Sir Francis Drake, ça valait le coup d'aller chercher ces barres de métal. Ouais, j'imagine. Maintenant, tu as aussi des sociétés, parce que ça se professionnalise sous ce métier, comme Odyssey, qui d'ailleurs est en scandale avec l'Espagne à propos
du Cygne Noir versus Mercedes. On ne sait pas très bien quel est le nom de ce navire. Ouais. Mais visiblement, il est un problème entre l'Espagne et les Américains d'Odyssée. Ceci dit, 450 millions de dollars en jeu, on comprend. Ouais. Je comprends que ça puisse susciter des convoitises. En tout cas, vous arrivez peut-être à peine, sachez-le, ce soir jusqu'à 22h, on parle trésor. Bob vous dit toute la vérité. Sur vos mobiles et tablettes, c'est possible. Avec l'application téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Dominique Youngblood est avec moi ce soir, écrivain, historien, spécialiste des civilisations pré-antiques. Dominique, tu te considères comme un chasseur de trésors Moi, je me considère comme un chasseur de trésors depuis longtemps. Les gens, si tu veux, le métier que je fais, tu le connais, Ouais. que je suis historien des civilisations antédiluviennes, je suis quand même un spécialiste de l'antique et même du très lointain antique. Mais tu sais, quand on travaille dans le domaine de l'histoire, notamment de l'histoire des civilisations, de l'histoire de l'humanité, Ouais. c'est assez, comment dirais-je, inévitable qu'on se retrouve à côtoyer des trésors, à les rechercher même. Fatalement, ouais. D'ailleurs, beaucoup de personnes, notamment aux États-Unis, enfin dans les pays anglo-saxons, j'ai une étiquette qui est beaucoup plus celle d'un chasseur de reliques, de cités perdues et de trésors légendaires que d'un historien. Ouais, c'est ça. Et ça dérange ou pas? La question qui fâche, la question à 100 balles, ça dérange. Non, je t'assure, tout le monde est très ouvert à ce qu'on cherche des trésors, surtout les États, et pour n'en citer qu'un, le nôtre. Alors, Ça les arrangerait bien vu les déficits budgétaires qu'ils ont. ça remplirait peut-être les caisses. Dis-moi, C'est Dominique, une manière détournée, mais pourquoi pas? justement, à qui profite le crime, j'ai envie de dire? C'est une question assez rigolote. Bien sûr, je dis le crime parce que il y a, je crois aux États-Unis, c'est le trouveur de trésors qui est propriétaire de celui-ci. Et en France, c'est pas pareil, hein, je crois. C'est tout à fait spécial. En France, tu sais très bien, et l'État, c'est lui, c'est-à-dire pas nous. Ouais. Donc, à partir du moment où tu trouves quelque chose ici, il vaut mieux que tu te taises. Voilà, parce que si tu le dis, la conséquence, c'est qu'on va te demander de confier ce trésor à l'État pour un examen Ouais. à durée illimitée et au calendrier grec. Ouais. Ce qui fait que tu as une chance quasi infinitésimale à la limite de l'auto, tu vois, d'un jour le voir revenir. À la limite, il faut faire Voilà. quoi? Il faut le médiatiser pour que finalement ça aille plus vite? Même pas. Non, si tu le médiatises, tu as des emmerdes juridiques parce qu'on te dit que tu es un trafiquant d'art. Donc non, de ce côté-là, c'est pas possible. En France, si tu veux, le trésor est associé intimement à l'archéologie. Et les archéologues qui sont, et je me fous de le dire à l'antenne parce qu'ils savent que c'est vrai, les premiers pilleurs de sites, puisque bon nombre d'entre eux, dont je connais et je tairai les noms, ont des artefacts historiques sur leur cheminée, dans leur salon, alors qu'ils devraient se trouver dans des musées, en principe, viennent donner des cours aux gens comme nous qui chassons les trésors, en général pour les mettre en valeur et pour les restituer patrimonialement aux États, moyennant monnaie. On ne travaille pas pour la gloire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Dis-moi, il y a encore des trésors sur le territoire français? Ah oui, en pagaille, mon pauvre. En pagaille, des beaux. Ah ouais. T'as notamment tous les bijoux d'Agnès Sorel, la favorite du roi. Tu as plusieurs coffres très intéressants de baillis, notamment de certaines personnes qui étaient impliquées dans le procès du trésor des Templiers, qui se sont bien servis. Ouais. La fameuse crypte de la reine Frénégonde, je te parle même pas du trésor de la chapelle Largeau, ou encore plus fort, plus romantique, plus sympa pour nos auditeurs, les différentes caches de notre ami Mandrin, le Robin des Bois français. Ah, magnifique. Ah, bien sûr. Bah ouais. Puis alors, il y a la chouette d'or aussi dont on parle sur la page Facebook. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette chouette d'or? Ça te dit quelque chose? Mais au départ, c'était un jeu et une personne qui a investi dans une chouette faite en or. Ouais. Donc, elle a été ensuite planquée. Visiblement, je suis même pas sûr que lui s'en rappelle encore, parce que de toute façon, ça fait 20 ans que ça dure, et on l'a toujours pas retrouvée, cette chouette. Incroyable. Cela dit, peut-être que dans 2000, 3000 ans, quelqu'un la trouvera et dira tiens, c'est un trésor antique. Alors, Tu sais, la plupart des trésors se trouvent par hasard. ouais. Et je peux te dire que bon nombre d'amateurs, entre guillemets, des gens qui sont des détectoristes, des gens qui manipulent le détecteur de métal, ont fait de sacrées découvertes. Encore une fois, beaucoup se taisent, parce que
ils sont toujours prêts à partager, mais le problème c'est avec l'État français, c'est que c'est un pour toi et tout pour Rome. Bien sûr. Ça me rappelle le film La folie des grandeurs, ça c'est pour le roi et ça c'est pour Don Salus. Exactement, tout à fait, tu es tout à fait dans la note. Bon, Dominique, tu restes avec nous, on marque une première pause, c'est notre trésor à nous, on remplit les caisses, on se retrouve dans un instant. Mon nom est Bob et tous les soirs entre 21h et minuit, je vous dis toute la vérité, ce soir c'est du magique, c'est du merveilleux, c'est les trésors. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Les trésors, voilà donc quelque chose qui nous intéresse, qui fait fantasmer depuis... je crois que depuis que l'homme est sur la Terre, hein, Dominique Youngblood, le trésor fascine. Je rappelle que tu es écrivain, historien, spécialiste des civilisations pré-antiques. Tu sors tout l'or du monde chez Terre d'Aventure Édition, dans toutes les librairies à la fin de la semaine prochaine. Je le disais, hein, finalement, le trésor, il a toujours fasciné depuis que l'homme est sur la Terre. Ah oui, de toute façon, c'est l'essentiel même des conquêtes. Même Alexandre de Macédoine ne faisait pas seulement de la conquête de territoire, il allait aussi chercher les trésors de Babylone, les trésors d'Égypte, etc. Hein. Ouais. Dis-moi, le rôle du chasseur de trésors aujourd'hui, est-ce que... Alors, première question, est-ce que c'est dangereux? Et quel est-il finalement ce rôle? On imagine toujours, on met la musique d'Indiana Jones, que finalement, le chasseur de trésors, c'est Indiana Jones, quoi. Oui, non. Disons que, encore une fois, toujours pareil, dans le domaine de l'exploration, comme je te l'expliquais la dernière fois, la prise de risque, on essaye de la minimiser. Quand on se retrouve des flingues à la main, c'est franchement qu'on n'a pas pu faire autrement, tu vois. Ah ouais. Maintenant, je serais menteur si je te dis que ça ne s'est jamais passé. Ah oui, tu as été menacé, tu t'es retrouvé confronté parfois à des situations musclées? Ah ben oui, tout à fait, 4-5 fois dans ces 25 dernières années. Et pas seulement avec une arme pointée, mais même une arme qui tire. Hein. Ah oui, carrément. Ah ouais, c'est dangereux. Ah oui. J'ai connu des moments très sympathiques dans ma jeunesse, oui, tout à fait. Mais ceci dit, il faut savoir que les trésors, quand tu les cherches, tu n'es jamais le seul. Et quand les autres n'ont pas l'information que tu as, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils te filent pour essayer de tomber au bon moment. Bien sûr. Et comme dans les bons films hollywoodiens, ça, ils n'ont rien inventé. Le gars attend la dernière minute pour te tomber dessus. Et ensuite, on tourne à hockey choral. Voilà. Donc, le but de l'opération, c'est garder la distance avec la personne. Après, c'est vrai que, si tu veux, tu as, on va dire, des gens qui sont plus pilleurs de tombes, quoi, ce qu'on appellerait des Tomb Raiders, tu vois. Ouais, bien sûr. Et des gens un peu plus, je veux dire, avec un peu plus d'éthique, des gens comme Éric Surcouf, Philippe Esnos, des gens comme Hervé Michel, quoi, qui sont des chasseurs de trésors, qui préfèrent d'ailleurs le terme chercheur de trésors, puisque, si tu veux, toute l'adrénaline est portée sur la recherche et la découverte. Ensuite, on passe le bébé acquis de droit et on essaye d'encaisser la plus grosse facture possible. Bien sûr. C'est surtout ça, si tu veux. Et moi, C'est vrai, il y a beaucoup de risques. Il faut demander l'autorisation quand tu vas chercher un trésor dans un pays, ou tu y vas comme ça en loose day? J'ai le droit de sortir un joker. D'accord, on aura compris. D'accord. Non, si tu veux, non, soyons sympas. On va dire qu'il y a un mix. D'accord. La plupart du temps, tu demandes des autorisations et ça prend un temps fou. Ouais. D'ailleurs, en ce moment, Eric est sur un plan aux Caraïbes et c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas joignable en ce moment, parce que justement, c'est une histoire de trésor et de galion, si tu veux. Ouais. Voilà. Au niveau de Philippe, je suppose si on n'arrive pas loin en ce moment, c'est tout simplement parce qu'il est reparti sur le trésor d'Atahualpa en Équateur, et il faut bien comprendre une chose, c'est que depuis 35 ans, il court après Atahualpa et c'est 690 tonnes d'or. Et il faut réaliser qu'il est passé d'une zone aussi grande que la France à 4 km² maintenant qu'il lui reste à sonder avant de mettre la main sur ce fameux trésor. Ah, l'étau se resserre, donc c'est ça. Ah, gravement. Donc je pense qu'on va on est à l'aube d'ici peut-être 1 ou 2 ans grand maximum d'une découverte phénoménale. Alors Dominique, le travail en amont avant de s'aventurer et de s'improviser chasseur de trésors. D'ailleurs, est-ce qu'on peut s'improviser chasseur de trésors ou chercheur de trésors? Ah, t'as le droit, si t'es totalement inconscient, c'est pas un problème, hein. Oui, c'est ça. Ah oui, il faut une bonne dose d'inconscience, il faut que tu oublies dans tous les pays qui existent sur cette terre le mot légal, déjà.
Parce que de toute façon, si tu veux faire les choses légalement, tu n'arrives pas à les faire. Hein. Ne serait-ce que de temps en temps, tu es obligé de traverser les frontières et tu n'as pas toujours un poste frontière pour oblitérer ton visa, quoi. Donc, par voie de conséquence, il y a beaucoup d'improvisation dans ce domaine. Ouais. Maintenant, il est vrai que le côté romantique du chasseur de trésors tend à disparaître et à se professionnaliser. C'est ce qui se passe avec Odyssée, si tu veux. Ouais. Mais il y en a encore des sérieux, comme je viens de t'en citer quelques-uns, il y en a encore des sérieux sur le marché, américains, australiens, des gens, il y a même des Chinois qui se mettent dans la bagarre. Hein. En fait, il y a les professionnels et les artisans, quoi, c'est ça? On peut dire à peu près ça. Il y a même les très grandes entreprises. Odyssée, c'est classé très grande entreprise. Moi, je me classerais PME, tu vois. Et puis après, effectivement, tu as de l'artisan. D'accord. Il faut avoir, j'imagine, aussi des notions d'histoire, parce qu'on ne peut pas partir à l'aventure. Il faut la recherche. J'imagine qu'il y a un travail énorme en amont. Ah oui, mais alors, tu sais, de ce côté-là, on travaille surtout avec des amis qui sont archivistes. Ouais. Et parmi eux, on a des gens comme Claudio Bonifacio, qui est un de mes potes connecté d'ailleurs avec moi sur Facebook, qui est le roi des archives de Séville. Ouais. Ça, pour tout ce qui est trésor de type hispanique, t'as aucun souci, c'est la Bible, quoi. Ouais. Bon, après, à côté de ça, ça te paye, ça prend du temps, et lui, il passe sa vie à sonder toutes les archives pour mettre la main sur les éléments que toi tu recherches. Bien sûr. Donc ensuite, en général, on se voit. Ouais. On vérifie bien si on parle de la même chose, quoi, et on commence à monter le projet d'expédition. Quel est le moment le plus excitant, Dominique, quand on cherche un trésor, quand on part comme ça à la recherche de quelque chose convoité depuis toujours et longtemps? Écoute, il y a trois trucs, et même quand on le trouve pas, des fois c'est excitant. Mais il y a trois moments. Le moment où tu décides de te lancer, parce que c'est un choix que tu as fait sur un truc qui te passionne. Moi, ça fait des années, près de 20 ans que je sache, je vais y arriver à le dire, le trésor de Charlemagne. Ouais. Et déjà se lancer là-dessus, c'est captivant. Ensuite, évidemment, il y a le côté culture, parce que tout le long des découvertes que tu fais à travers les archives, que tu trouves à travers les recherches et les découvertes que tu fais en cherchant, même sur place, des fois sur les lieux où tu es obligé d'aller chercher, ces découvertes-là sont excitantes. Et évidemment, le moment le plus passionnant, c'est quand tu trouves. Ah bah oui, surtout quand, comme ton ami qui depuis 25 ans cherche un trésor et qu'on voit que l'étau se resserre et on touche un petit peu au but. Dis-moi, le trésor... 35 ans. 35 ans. Tu t'imagines bien que lui, il est bien content d'arriver au but. Hein. Ah bah oui, c'est une vie complète, hein, donc c'est sûr. Ah bah, et comprends surtout une chose, la facture va être élevée pour l'Équateur, hein. Il va lui devoir 10% de 690 tonnes d'or, soit 69 tonnes d'or, à 1480 l'once aujourd'hui. C'est bien. 480 € l'once. Hein. En même temps, ça vaut le coup de chercher. Hein. C'est un retour sur investissement, quoi. Il fallait quand même un peu. Il faut être passionné pour ça. Puis tu sais, il faut beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est souvent des passionnés derrière, des financiers, des mécènes, des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont passionnés des fois par le trésor et pas forcément par le fait que tu le trouves en soi. Oui, parce que... le fait de pouvoir vivre avec toi cette expérience. Ben voilà. Qui te finance. Parce qu'il y a ce côté excitation, comme tu le disais, on part, c'est une quête, on part à la recherche, et puis tout le process finalement de recherche. Et on découvre, peut-être que même on apprend des choses et on découvre des choses sans avoir trouvé le trésor lui-même. Exactement. Mais c'est vrai que tu pars dans une sorte de quête du Graal. Ouais, c'est ça. Et plus tu avances, moi je peux te dire aussi que l'étau se resserre aussi sur le côté du trésor de Charlemagne. Alors il faut que je te fasse un petit historique très rapide sur le trésor de Charlemagne. Vas-y. Bon, tu connais Charlemagne, tout le monde le connaît, hein, premier empire en Europe. Ouais. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir que le trésor de Charlemagne n'est pas seulement fait, si tu veux, constitué de ce qu'il a pu acquérir en créant son empire, mais surtout qu'il a mis la main sur un trésor légendaire, historique et colossal, qui fait passer pour de la breloque le trésor des Templiers. C'est le trésor des Nibelungen, le peuple de la brume, celui dont on entend parler dans les fameuses épopées de la Valkyrie, etc. D'accord. Il a mis la main là-dessus. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai les 4 indices qui me permettent de resserrer. Aujourd'hui, je suis à peu près sûr à 85% de l'endroit où il se trouve. Alors, je suis ton ami, Dominique. Je suis ton ami. Tu es mon ami. Mais t'inquiète, hors antenne, nous discuterons de la donation. Dis-moi, est-ce que l'un des trésors, parce que tu parlais du Graal justement, alors
tout le monde a son Graal, hein, je le répète. On a tous un Graal quelque part. Mathieu, c'est autour du ventre, il a un peu de Graal. Comme disait Tennessee, c'est ça? Oui, exactement. Dis-moi, l'Arche d'Alliance, voilà quelque chose qui passionne. Alors, je reviens bien sûr à Indiana Jones. Il y a toujours des gens qui la recherchent, cette Arche d'Alliance, ou pas? Ah, bien entendu, plus que jamais, à commencer par les Israélites eux-mêmes, puisqu'ils ne savent pas où elle se trouve. Hein. Incroyable, ça. Ça Donc, fascine. si tu veux, à l'heure d'aujourd'hui, et puis d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'Indiana Jones. Tu sais, les grands méchants avec leurs svastikas à l'envers, là. Ouais. Ça existe encore, hein. Ah bon? Et plus que jamais. Ce qu'on appelle les Men in Black, en fait, c'est ça? Comment? C'est ce qu'on appelle les Men in Black, finalement, ils sont partout. Ah non, faut pas confondre les Men in Black. Non, ça c'est autre chose. C'est plus lié aux ovnis, ça, les Men in Black. Ouais. Non, c'est de véritables organisations constituées autour de sociétés censées apporter le bonheur et la paix au monde. Hein, ça c'est la façade. Ouais. Et derrière, tu as des gentils petits messieurs qui font encore la chasse. Hein. À ce point-là, mais vraiment aujourd'hui. Ah, tout à fait, je t'assure que ça, c'est pas des conneries. Par contre, en 2007, j'ai fait la connaissance de certains d'entre eux, à la mitrailleuse 30-30, entre autres. Ouf. Ah ouais, d'accord. Ça devait siffler derrière les oreilles. Le Niger s'en souvient. Le Ouais. Niger s'en souvient. D'accord. Dis-moi, Dominique, pourquoi on cache un trésor? C'est la question que je te poserai dans un instant, juste après la pause. Pourquoi cache-t-on un trésor? Parce que si on cache un trésor, c'est qu'il y a une volonté quelque part. Quelle est cette volonté? Vous le découvrirez dans quelques instants avec mon invité, Dominique Youngblood. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus sur le trésor, eh bien, il vient de sortir Tout l'or du monde chez Terre d'Aventure Édition. Ce sera dispo chez tous les bons libraires et crémiers la semaine prochaine. Dominique Youngblood avec moi, écrivain, historien, spécialiste des civilisations préantiques. Tout l'or du monde, c'est chez Terre d'Aventure Édition, dans toutes les librairies à la fin de la semaine. On parle bien sûr de cet or planqué dans les trésors, puisque c'est le sujet de notre conversation, Dominique, ce soir. La question que je t'ai posée juste avant la pause musicale, c'est pourquoi cache-t-on un trésor? Ah ben, de toute façon, la première des choses, pour pas le partager. Il est beau, lui. C'est l'avare, hein, finalement. Oui, c'est un peu ça, oui. Après, il y a aussi, de toute façon, c'est toujours ça la plupart du temps. La deuxième, c'est pour pas que d'autres personnes puissent venir te le prendre. Ouais. Ça a été souvent disons, beaucoup de rois ont pratiqué ce genre de technique, hein, planquer un trésor. Après, il y a différentes techniques et ça peut se planquer dans différents endroits. Ouais. Tout dépend de l'importance de ton trésor et de l'endroit où tu as l'intention de le cacher. Hein. Alors le problème, c'est que quand on cache un trésor et qu'il est toujours introuvable, ça veut dire que la personne qui l'a caché est morte avant de révéler l'endroit où il était caché. Ou qu'on a perdu les documents qui permettaient de le retrouver. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, alors on va évoquer un trésor incroyable, celui de l'armée perdue de Cambyse II. Il est où celui-ci? Alors celui-ci, il est carrément dans le désert libyque. Ah. Le désert libyque, c'est le Sahara occidental, un endroit super accueillant, super chaud, super sympathique, puisqu'il est situé exactement au sud de l'Égypte et de la Libye, un endroit où il fait bon vivre en ce moment. Voilà, tu dois avoir... Il n'y a pas d'arbre. C'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau non plus. Et il n'y a pas plus de scorpions et de serpents, puisqu'il n'y a pas de vie, puisqu'il n'y a pas d'eau. Et que donc, les Bédouins l'appellent le désert des déserts, un endroit cool, quoi. D'accord. Et alors là, quand on décide d'aller dans un endroit comme ça, parce qu'en plus, il y a l'hostilité de la nature, c'est d'autant plus difficile, parce qu'il vaut mieux à la limite chercher un trésor à Rennes-le-Château, hein, il fait moins chaud. Ah, déjà, oui, mais en plus, si tu veux, le trésor de Cambyse, il complique encore la situation, parce que non seulement tu vas le chercher dans un désert, mais tu vas même le chercher dans une mer, la fameuse mer de sable, qui fait passer le Sahara pour quelque chose de tranquille, quoi, une plagette, tu vois. Alors, qui l'a planqué, ce trésor? Ah ben, personne ne l'a planqué, là, ils se sont fait avoir comme des bleus. En fait, l'armée de Cambyse II, si tu veux, Cambyse II était un empereur perse qui a conquis l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ, donc ça date pas d'hier. Le problème, c'est qu'il avait quelques personnes récalcitrantes, pratiquement, notamment à l'oasis de Ouiza, et qui n'avaient pas vraiment l'intention de se rendre. Donc il leur a envoyé une armée, sauf qu'il a envoyé du mauvais côté. Elle est partie de Thèbes au lieu de partir du Caire. Et elle a donc dû traverser tout le désert, qu'elle n'a jamais, elle n'est jamais réparue de l'autre côté, parce qu'elle a été prise dans une tempête de sable qui l'a entièrement engloutie, vivante. 50 000 hommes, armure, matériel, et surtout, chariot rempli d'or. Englouti vivante, 50 000 hommes. 50 000 hommes entièrement engloutis. C'est le coup de la mer Rouge, version sablonneuse. Incroyable, ça.
Donc, si tu veux, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent. Là, c'est pareil. J'ai eu la chance, si tu veux, de faire des rencontres intéressantes et notamment de devenir membre du LRDG. Alors, ce sera un peu long à te décrire. Le LRDG, c'est le Long Desert Range Group. Oui. En fait, une section de la 8e armée britannique qui était chargée de faire la reconnaissance du désert pour le général, je crois que c'était Montgomery, contre Rommel. D'accord. Et cette structure, qui maintenant, dont les derniers survivants sont en fait en Australie, a fait don à ma fondation de l'intégralité de ce qu'ils avaient eux. Mais ce qui m'intéressait surtout là-dedans, c'était les fameuses cartes et les recherches faites par leur fondateur, Ralph Bagnold. J'imagine. Et ça nous a permis d'avoir en fait une sorte de résumé de toutes les recherches qui avaient été faites sur les 300-400 dernières années. Ouais. Qui fait que ça circonscrit l'endroit de manière assez précise maintenant de l'endroit où ça devrait se trouver, où cette armée devrait se trouver. D'accord. Et c'est sur... Si tu veux, ce qui est intéressant là-dedans et qui est absolument fantastique, et qui renflouerait le trésor des deux pays, c'est qu'il y a 13 coffres remplis de poudre d'or qui servaient à payer non seulement les troupes, mais en même temps toutes les fournitures sur leur passage au cours de leur déplacement. Bien sûr. Et alors, au cours de l'or aujourd'hui, chacun de ces coffres contient à peu près 5,5 milliards d'euros. Oh là 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 là. Il y en a 13, t'imagines la fortune. Ah ouais. Alors... Et c'est tout à fait atteignable, je veux dire. Moi, j'ai déjà essayé une tentative en 4x4, c'est la mort. La mer de sable, c'est tout en sable tous les 300 mètres. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, on a monté un groupe d'études pour fabriquer un dirigeable. Ah oui, carrément. Ah oui, on va le tenter en dirigeable maintenant. Alors, je voudrais d'ailleurs te remercier parce que tu avais proposé aux auditeurs, lors de ton dernier passage, de télécharger une pyramide à monter. Ça a été un vrai carton. Ta tête était débordée, hein, mais en tout cas, on nous la redemande encore. Donc, merci mille fois à Dominique. Hein, ça a été un vrai carton. Voilà, c'était très sympa. Alors, on va remarquer. Il faut qu'on mange ou pas, Mathieu? Il faut qu'on mange. J'ai très faim. Et Dominique, on mange puisque Mathieu, il a du gras. Dominique. Il faut qu'il il fait des lardons. Il peut venir le perdre avec moi dans le désert prochainement. Oui, mais voilà. Mais, cela dit, avant les fêtes, je vais venir avec toi un petit peu aussi. Avant les vacances. Hein. Bon, Dominique, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On continuera à parler de ce trésor de l'armée perdue de Gambis 2, de Cambis 2. Et puis, on continuera à essayer d'en savoir plus sur ces choses que l'on cache, qui ont été cachées. Et peut-être arriverons-nous un jour à les découvrir. Et tu vas nous mettre sur la voie. Tous les soirs sur Ado. Tout ce que l'on nous cache depuis toujours. Enfin révélé. 21h minuit. Bob vous dit toute la vérité. Eh oui. Bob vous dit toute la vérité. Sur vos mobiles et tablettes, c'est possible. Avec l'application téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Si vous arrivez, sachez qu'il est écrivain, historien, spécialiste des civilisations pré-antiques, antédiluviennes. Vous venez, mon cher Dominique, de sortir Tout l'or du monde chez Terre d'Aventure d'édition. Ce sera dispo dans toutes les librairies à la fin de la semaine prochaine. Il s'agit d'un tour du monde des trésors qu'il reste à découvrir et on en parle. Parmi les trésors qui restent à découvrir, même si tu l'as un petit peu situé, c'est celui de l'armée perdue de Cambis 2. Tu me disais que tu savais à peu près où il se situait, mais quand tu dis que ça a été enseveli, on sait à peu près à quelle profondeur, on sait comment débuter des recherches. Comment ça se passe quand on travaille sur un tel trésor là? C'est très simple, si tu veux. Une fois que j'ai réussi à récupérer l'intégralité de la bibliothèque des cartes désertiques du désert de Libye, j'avais déjà gagné là-dedans à peu près 150 ans de recherche. Donc ça tombe bien parce qu'avec 55 ans, j'aurais jamais été au bout, tu vois. Mais surtout, ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'une fois que tu as une zone parfaitement claire de l'endroit qui reste à prospecter, tu dois mettre à ce moment-là toute ton énergie et toute ta jugeote sur l'art et la manière de couvrir cette zone. Or, il se trouve que cette zone est très sablonneuse, mais c'est ça, moins qu'on puisse dire, et que par voie de conséquence, tu as des dunes de 40 mètres de haut, donc t'imagines bien que tu peux pas circuler comme tu veux là-bas. Et que le 4x4, c'est un objet inapproprié, un outil inapproprié pour aller chercher ce trésor, ne serait-ce que parce que même si tu arrives à l'atteindre, avec toutes les peines du monde à mon avis, tu en auras encore plus le mal pour l'extraire et l'emmener. Ah oui, j'imagine, parce que là, tu vas pas avec ta petite... Nous avons décidé, il y a à peu près un an, avec la Fondation, de concevoir et de mettre au point un dirigeable pour pouvoir
survoler littéralement la zone, quoi. Ouais. Mais alors, oui, mais tu survoles. Directement sur place, parce qu'il faut savoir que le sable est très poreux, c'est pas comme du béton, hein. Donc des systèmes de détection électromagnétique de métaux, et particulièrement sur les fréquences discriminatoires de l'or, devraient nous permettre de rapidement situer cette masse importante d'or en un lieu donné. Oui. Mais non, mais ça va teinter, je dirais même, ça va hurler, quoi, si on trouve le truc. Parce Dominique, que cette masse, j'imagine que quand tu as identifié l'endroit, la zone, que tu sais là avec ton dirigeable, tu vas aller, tu as découvert la zone. Comme tu me dis, il y a des dunes qui font 40 mètres de haut. Mais comment tu fais? Tu vas pas avec ta petite pelle, c'est-à-dire qu'il faut des moyens colossaux, t'imagines? Parce que là, il faut convaincre des mécènes, des financiers, parce que ça vaut une fortune d'aller extraire un trésor comme celui-ci. Non, tu peux pas. Et je t'explique pourquoi. Ouais. Le gouvernement égyptien, lui, est prêt à mettre une somme d'environ 50 millions d'euros pour retrouver l'armée de Cambyse. Ah, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est ton histoire. Ouais. C'est D'accord. quand même... ouais. Donc déjà, tu peux récupérer une gentille facture de 50 millions d'euros, ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça paye... Après, tu peux être tenté par, je dirais, l'évaporation de l'or, avec la chaleur qui règne là-bas, tu comprends. En partie, mais certainement pas en totalité. Et surtout, tu ne peux pas faire venir des gens, pas dans ce pays, pas dans ces pays, puisque tu es à la marge entre les deux. D'abord, aujourd'hui, il y a trop de difficultés dans ces pays pour que tu fasses appel à des gens en leur disant, vous savez les gars, il y a un paquet d'or, venez m'aider, ça va être sympa. Ça va mal tourner pour toi. Bien sûr, c'est ça. Non, là, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux pelleter du sable. Il faut quand même une bonne équipe quand même, tu pars pas à 3 clampins. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir qu'avec une bâche, du sable, tu arrives à le repousser à l'extérieur et que d'abord, dans un premier temps, il faut identifier l'endroit où se trouve l'or. Oui, c'est ça. Ensuite, je dirais, prends ta pelle et creuse, mon fils. Donc, jusqu'à trouver les coffres. Ce qui sera, quand tu auras dégagé, tu auras fait en fait un véritable cône volcanique, en quelque sorte, si tu veux, où tu auras rejeté le sable, au-delà de la bâche que tu auras disposée en cône. Oui, c'est ça. Jusqu'à atteindre les coffres. L'erreur à ne pas faire, ça a été de les ouvrir ou de les soulever. Dans la mesure où tu es dans du sable et que ce qu'elle contient, c'est de la poudre. Oui, ça peut se disperser comme ça, dès qu'il y a un peu de vent ou un truc comme ça. Ça peut se mélanger au sable, alors là, bon. Ah, c'est fini, ouais. Donc. Alors, c'est quoi le principal ennemi du chasseur de trésors? C'est quoi? C'est l'archéologue? Non, les archéologues n'ont jamais été nos ennemis. Enfin, c'est eux qui deviennent nos ennemis par nature. Mais dans beaucoup de pays comme les États-Unis, c'est plutôt des associés. Ah ouais. C'est plutôt des gens avec qui tu travailles. Il n'y a qu'en France que nous avons des conflits avec les organismes archéologiques. Hein. Mais alors pourquoi, encore une fois, en France, on ne fait pas comme tout le monde? Pourquoi moi, je trouve ça fantastique. Les archéologues, c'est une richesse également de découvrir un trésor. Pourquoi on ne monte pas des expéditions communes à la recherche de ces trésors? Pourquoi, encore une fois, comme dans l'ufologie, c'est la guerre? Mais c'est insupportable, finalement, d'être français. Hein. C'est super dur. Hein. Non, c'est un discours qui ne te tiendront jamais. C'est simplement du principe, mais ça c'est un prétexte, je te le dis honnêtement. Hein. Tout simplement, tu vas déranger ce qui était posé, tu vas donc troubler l'histoire des lieux, ça c'est le prétexte. Hein. Tu vas troubler l'histoire des lieux et donc tu vas peut-être détruire irrémédiablement des preuves, des témoignages, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. En réalité, il faut que tu saches une chose, parce qu'il y a une vérité, on parle de vérité chez Bob, qu'il faut dire, c'est que 90% des choses qui ont été trouvées dans le monde, jusqu'aux pyramides, ce ne sont pas les archéologues qui les ont trouvées. Faut être clair. Moi, je vais te dire d'ailleurs la relation que j'ai la plupart du temps avec les archéologues. Quand on me pose la question, je dis, tu sais ce que c'est un aventurier? C'est un seigneur. Lui, on lui dit, il y a un truc perdu, va le chercher, au risque de ta vie. Et c'est son boulot. Quand il a trouvé ce qu'il y avait à trouver, il passe les clés de la baraque à l'archéologue et il dit c'est le ménage. Est-ce qu'il y a un trésor, Dominique, ou une découverte que tu aimerais faire? On parle beaucoup des pyramides, tu le sais bien assez. On essaie de trouver d'ailleurs ce secret des pyramides, parce que même si on en parle souvent avec Jacques Grémaud et Patrice Pouillard qui ont réalisé... J'ai même visionné le film. Voilà, on est en quête de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose au fond de toi finalement que tu aimerais découvrir? Ça va au-delà même du trésor financier, tu vois, au niveau de l'or. Est-ce qu'il y a quelque chose qui
c'est le petit verre dans la pomme qui te grignote et tu te dis mais putain, j'adorerais le découvrir. Ah, mais je te l'ai déjà dit, c'est même pas un adorat, c'est un programme dont ce fameux dirigeable fait partie ensuite. Je vais le tester dans 4 endroits précis du monde avant d'aller dans un 5e. Ouais. Et tu sais que ça fait partie je vais même en parler assez abondamment d'ici octobre, puisque ça fait partie de la sortie de mon prochain livre qui s'appelle Shambhala. Ouais, bah, tu reviendras. Shambhala est pour moi mon Graal. Ouais, tu viendras nous en parler, hein, j'en suis sûr. Ah, mais non seulement je t'en parlerai, mais ce jour-là, je compte faire un grand boom, puisque je compte mettre en ligne un certain nombre de pages des fameux carnets de route du Major Wesley. Ouf. Alors ça, on sera bien sûr sur le coup encore une fois. On va continuer à parler de tout cela. Dominique, vous restez avec nous, vous écoutez Ado, et moi je dis qu'une chose, bravo. Dorénavant sur Ado, les plus grands mystères de notre vie. Les plus grands mystères de notre vie. Bob vous en dit toute la vérité. Dominique Youngblood avec nous. Dominique, est-ce que tu as un fouet? Non, je n'ai pas de faute. Je vais t'en offrir un. Nous avons des grappins régulièrement avec nous. Bon, je vais t'en offrir un de fouet, hein, tu verras. Sans deck. Oui, moi j'ai 2-3 copines qui en ont. Parce que tu risques d'en avoir besoin. Oui, c'est sûr. Dis-moi, on va parler de l'oasis de Zerzura. Là, encore une fois, beaucoup de gens cherchent, beaucoup de grands chercheurs. Ah, ça c'est un trésor maudit, ça devrait plaire à nos auditeurs, ça. Ah, alors raconte-moi. Eh ben, justement, je le chope rapidement. Ouais. Tu vois, j'ai pris mon bouquin parce qu'il y a des textes qui sont intéressants à lire. Alors c'était une cité bédouine, hein, je crois, c'est ça? Non, mais ça va être très vite. T'inquiète, je vais pas t'enterrer sous 3 heures de lecture. Non, mais t'inquiète pas. Je veux juste choper le passage qui est intéressant. Voilà, tu vois, c'est un passage dans un manuscrit, le manuscrit Noaïri, qui est extrêmement ancien. C'était en fait un roi, le roi Marcius. Il y a eu, si tu veux, dans le désert, une civilisation bédouine. Ça n'a pas toujours été que des nomades. Il y a eu des nomades qui sont civilisés, qui ont créé une civilisation. Bien avant que les gens du pays de Cham, le fameux pays d'origine de Mahomet, arrivent et transforment tout en islamisant le coin. Et ce document, justement, qui est quand même un document qui date, mine de rien, du XVe siècle, hein, nous décrit cette cité. Alors je vais passer sur le côté cité, la présentation de la cité, hormis le fait que c'est quand même une ville particulière, hein, puisque je dirais qu'elle était, c'est une ville qui était en fait une sorte de forteresse au mur blanc, quoi, avec une porte en fer. Alors pour ceux qui sont en chasse, si un jour vous la trouvez, surtout appelez-moi. Hein. La porte était faite de fer et portait en relief sculpté une forme de colombe blanche, tenant en son bec une clé, qui pouvait lui être ôtée. Au sein de ces cités vécut autrefois donc cette civilisation, et en fait dans cette civilisation qui était littéralement dans une oasis quasi introuvable, puisque la plupart des gens qui en parlent et ceux qui y sont allés l'ont trouvé par le plus pur des hasards ou au bord de la mort, quoi. Il se trouve que ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, la cité, tu vois, ils disent, tous ceux qui l'ont vu, que la cité est sous l'emprise d'un très puissant charme qui a transformé en statue tous les habitants, y compris le roi et la reine. Toute personne qui ose franchir la porte d'entrée de la cité endormie arrive immanquablement sur une très grande place où se trouve en son centre une grande statue qu'il ne faut absolument pas toucher, sous peine de finir en statue également. Ah ouais, on est dans la malédiction, là. Ah, une grosse malédiction sur cette ville, tu vois. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une immense fortune là-bas, une fortune colossale, parce que c'est une oasis qui a été extrêmement riche. Elle était sur la route des caravanes qui circulaient sur la transsaharienne, si tu veux, sur, on va dire, entre le Maroc et l'Égypte du Soudan, tu vois. Donc il y a eu des richesses et des trésors qui sont passés par là. Voilà, tout à fait. Pour une raison qui est maintenant, aujourd'hui, légendée, cette ville, apparemment, a été maudite. Elle a disparu des cartes. Par contre, son trésor, lui, est resté sur place, tout simplement, parce que tout le monde a la pétoche d'aller chercher ce genre de trésor, tu vois. La malédiction, donc, ça me rappelle la malédiction de la momie, hein, finalement. Ah, mais non, mais tu sais que t'en as un autre de truc en folie. Je t'en donne un. Le fameux diamant bleu. Le fameux diamant bleu a été piqué en Inde, dans un temple dédié à Vishnu.
le gars qui est sorti du temple, le voleur, s'est fait foudroyer, il y avait un orage ce jour-là. Ouais. La pierre est récupérée. Elle est achetée par un Français. Ouais. Il la transporte en France pour la mettre sur, je ne sais plus, je crois que c'est la toison d'or de Louis XIV. Ouais. Laquelle se fait piquer. On lui pique le diamant. Ouais. Il finit en Angleterre où il est retaillé sous le nom de diamant Hope. Tous les gens qui ont possédé le diamant Hope ont été ruinés alors qu'ils étaient riches à l'origine. Ouais, c'est ça. Et le dernier, de peur de finir comme eux, a carrément fait don du diamant Hope au Smithsonian Institute, qui le met en présentoir aux États-Unis. Je peux le voir, ce diamant, parce que personne n'ose toucher ce diamant. Pourtant, il vaut une fortune. Tu vois? Mais c'est marrant parce que, et en même temps, ça peut se comprendre parce que quand tu vois des trésors comme ça qui passent les siècles et les siècles, alors il y a bien sûr le postulat de départ et fatalement, c'est un peu l'histoire du téléphone arabe, c'est-à-dire que d'une petite rumeur, finalement, ça devient une malédiction et plus le temps passe, plus la malédiction grandit. Ah mais t'en as plein des malédictions comme ça. Tu sais, on dit souvent que le trésor des Templiers est introuvable tout simplement parce qu'il est maudit. Ah ouais? Ben oui, puisqu'il est basé quand même sur une injustice, sur un massacre général des Templiers, tout simplement parce que le roi Philippe le Bel était le roi des fauchés, et qu'Innocent II, qui porte très mal son nom, c'était le pape des collisions. Ouais, le roi, puisqu'ils tous les deux voulaient remplir leur caisse. Et qu'à l'époque, les Templiers étaient à la fois banquiers, financiers et sponsors de l'État du Vatican autant que du Royaume de France. Je ferai d'ailleurs très prochainement une émission sur les Templiers avec Jacques Roland qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Templiers d'ailleurs. Ce sera l'occasion, ce sera lundi, l'occasion pour vous d'en savoir plus sur ces Templiers qui font fantasmer depuis mais alors des siècles et des siècles. Il est 21h53, on va juste pour terminer Dominique évoquer la cité de Zing. Ah, la cité de Zing, une de mes préférées. C'est une des cités qui fait partie de mes cibles d'exploration avec le dirigeable. Ah. Plateau de Virunga, Oui. rift africain, Afrique de l'Est, endroit totalement inaccessible. Je ne sais pas si tu as connu le film Gorille dans la brume. Oui, magnifique. Voilà, c'est le même endroit, volcanique. Ouais. Je pense qu'elle est là. Et c'est une cité minière, fournisseur du roi Salomon en diamant bleu, justement. Ouais. Tu vois? Une géode géante qui est au cœur de la cité même. D'accord. Ah, tout est expliqué dans le bouquin. Je crois que les gens, s'ils le lisent, ils vont flasher grave. Alors, Ceci dit, ouais. attention, Zinj, comme un certain nombre de cités, comme Zerzura, a manipulé avec précaution, et les chanceux qui pourraient les trouver, ils ont intérêt à jouer du téléphone portable plutôt que de se la jouer solo. Hein. D'accord. Bon, on voit bien que tout va en fait partir de ce dirigeable. Une fois que tu l'auras et que tu seras en possession de celui-ci, tu vas pouvoir lancer de nombreuses expéditions finalement, Dominique. Je veux surtout en lancer 5 et 4 principales, effectivement. Bon, écoute, en tout cas, on sera toujours avec toi. Tu pourras bien sûr nous en faire part, évoquer tout cela, peut-être même passer des appels aux mécènes par l'intermédiaire de notre émission. En tout cas, si tu veux de l'aide, on sera toujours présent. Dominique Youngblood, je rappelle que tu as sorti Tout l'or du monde, disponible chez tous les bons libraires à la fin de la semaine prochaine. Et c'est chez Terre d'Aventure Édition. Merci Dominique. Merci beaucoup, Bob. À Ciao, bientôt. ciao. Salut. Retrouve Bob sur Ado Et aussi sur le net.